Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour. On se retrouve pour parler des jeux qui vont sortir entre septembre et la fin d'année, c'est ça? C'est ça, entre septembre et Noël. Donc on a toute une série de jeux qui sont juste derrière. J'aime beaucoup ce format parce qu'on va avoir l'occasion de découvrir des jeux qui vont arriver prochainement dans vos boutiques et pour certains, probablement prochainement également sur vos tables. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train déjà de faire votre petite liste de courses pour la fin d'année, peut-être pour Noël, peut-être pour offrir. Alors n'hésitez pas, je le dis dès l'entrée de la vidéo, parce que j'aime bien lire les commentaires. Et souvent, je le dis trop tard dans la vidéo, donc il faut le dire vraiment dès le début. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires de cette vidéo les jeux qui vous ont tapé dans l'œil, ceux qui, à coup sûr, ou peut-être vous avez besoin d'y jouer, mais en tout cas ceux que vous voyez remplir votre ludothèque, se rajouter à votre liste de jeux. On est curieux de les découvrir également. Et pour les découvrir, le plus simple, c'est de les prendre un par un. Donc on va faire le tour de tous ces jeux qui sont derrière nous. On va les poser sur la table. Tu vas nous les présenter. Bien sûr. Je vais les découvrir. Donc ça va me faire plaisir également. On se lance directement? Ouais. Bah c'est parti. Le premier jeu dont on parle aujourd'hui, alors c'est pas celui que j'ai devant moi. Ici on a Flamme Rouge, qui est un grand classique, un jeu que j'aime beaucoup. Flamme Rouge. Un des premiers jeux sur l'univers du vélo, il n'y en avait pas tant que ça. Non, tout à fait. Il y en a eu d'autres depuis, mais en tout cas celui-ci a beaucoup marqué les joueurs. Et là, on a le petit frère, la version BMX, plus familiale également. On voit que c'est pas du tout le même style graphique, on est dans un autre univers, une boîte plus petite. Bah, ça va être le même but du jeu, ça va être d'arriver le premier comme gagnant de la course, après plusieurs tours de circuit. Sauf que là, on va jouer comme un backbuilding, donc du coup on va chacun commencer, par exemple moi si je joue les rouges, avec un petit sac, avec déjà plusieurs jetons à l'intérieur, donc avec des chiffres qui vont aller de 1 à 5. D'accord. Ok. Oui, parce que dans le jeu de base on avait des cartes, donc il fallait gérer sa main de cartes, c'est vrai que ça c'est plus facile à manipuler, y compris pour un public plus jeune. Et du coup en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fonction de la piste où on est, par exemple là je suis sur une piste à 3, donc je vais tirer tout simplement 3 jetons, j'ai bien tiré, entre 5, 5 ou 3, je vais en choisir un, je remets les autres dedans, et je joue celui-ci qui ensuite partira de mon petit sac. Donc là je pourrais avancer de 5, 1, 2, 3, 5, admettons, et on va jouer comme ça, ainsi de suite. Ensuite on aura aussi un petit dé avec des intempéries qu'on va lancer. Qui ajoute de l'aléatoire. Oui, mais en fait, ça va juste permettre aux derniers joueurs de pouvoir un petit peu rattraper leur retard. Okay. Parce qu'en fait, par exemple, si on tombe sur le 1, où ça va fonctionner de la même façon sur le 2, on va regarder si j'ai, par exemple, là sur le 2, 2 cases d'écart avec le groupe de devant, je vais pouvoir rattraper mon retard. Oui. Ça va pouvoir un petit peu faire un peu cette aspiration qu'on va avoir de temps en temps sur certains autres jeux. Donc on va pouvoir un petit peu ressouder le groupe. On va avoir ce genre de petites choses où juste il ne peut rien se passer. Et à l'inverse, si justement on est trop isolé, souvent à l'avant, donc on n'a personne sur les 2 cases devant nous, on va prendre des petits jetons malus, des pénalités, qu'on va venir mettre dans notre sac. Oui, et là c'est tout simplement juste un 1. Oui, parce que quand on va le tirer, on va avoir moins de choix parmi les jetons qu'on tire. On retrouve un peu les mécaniques du jeu de base, mais avec un système sensiblement différent, parce qu'il y a des petits sacs dans lesquels on va pouvoir chercher les éléments. C'est ça. Puis par moment, on devra en tirer 2, par exemple, pas juste un. Des moments, on va avoir des pénalités. Par exemple, là, au lieu de prendre juste un petit jeton pénalité, quand on sera comme ça dans la gadoue, on en prendra 2, si l'occasion se présente. Ça va être ce genre de petites choses où, justement, on va devoir un peu essayer de jauger et essayer peut-être pas trop s'éloigner du groupe non plus pour pas avoir trop de pénalités. Ah bah c'était le côté qui était super original, j'adorais moi ça dans le jeu de base Flamme Rouge, la gestion du groupe, de l'aspiration et des interactions entre les joueurs, on la retrouve donc dans ce jeu-là, avec aussi, parce que là cette fois-ci on a un parcours qui est assez petit sur la table mais qui va être modifiable puisqu'il y a plusieurs côtés. On peut jouer avec les faces, là j'avais mis directement les faces avancées pour cette démonstration, mais on a des faces plus simples aussi de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a des moments où on pourrait être que 1 par exemple sur la piste, d'autres moments on pourrait être à 2 côte à côte, ainsi de suite. Bon, alors on va avoir des petites variantes. Dans la boîte, on a encore des petites choses dans une petite rampe de lancement qui nous permettront d'accélérer si j'ai fait un certain chiffre, etc. On peut vraiment un petit peu moduler le jeu en fonction de la difficulté et le temps qu'on veut y consacrer. Le jeu suivant, c'est Dragon des mers. C'est un jeu qui est impressionnant sur le matériel, sur le graphisme aussi.
Puisqu'on voit qu'on a Weberson Santiago aux illustrations, et c'est un nom qu'on a repéré. On a eu l'occasion d'ailleurs de présenter cette boîte sur notre chaîne un peu en amont, puisque quand on voit des annonces et quand on voit un jeu qui est signé aux illustrations par Weberson Santiago, en général, on est très content de le citer. Pénélope aussi est très contente de le citer dans nos émissions. C'est signé par Yaniv Kahana, Pini Schechter et Simone Luciani, qu'on connaît bien également. Et tu m'as dit que c'était assez familial. Oui, c'est tout à fait familial. C'est vrai qu'il y a une profusion de matériel, mais en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun avoir des têtes de dragon et plein de corps de dragon, et on va justement essayer de se positionner sur les 4 espaces de la mer qu'on voit ici. Donc chaque espace, c'est un petit carré pour répondre à des objectifs de majorité surtout, et en même temps pouvoir valider quelques petits objectifs au passage pour faire des petits points complémentaires. Grosso modo, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On commence la partie avec chacun déjà 2 cartes, et en fait toutes les cartes vont être une position de nos dragons. D'accord. Donc à mon tour, j'en joue une, et je peux jouer... Bon, normalement c'est adjacent à un dragon déjà posé. Imaginons... Oui, tu vas te placer, le premier joueur se place sur le plateau. Moi j'étais déjà là, et que toi ensuite, je joue à ta place, tu jouais par exemple cette carte-ci, tu dois forcément te mettre adjacent à moi, enfin à n'importe quel joueur, et du coup par la même occasion tu vas me donner une pièce en faisant ça. Et en fait tu peux te positionner comme tu veux, tu dois juste faire ta forme, mais attention, on va avoir en fait différents espaces sur le plateau. Quand je suis sur une pièce, tout simplement, je récupère une pièce. Et à quoi les pièces vont me servir? En fait, elles vont me servir à pouvoir me positionner sur des endroits un petit peu différents, par exemple comme ici, des courants marins. Là, je vais devoir dépenser 2 pièces pour m'y mettre. Et l'intérêt de faire ça, c'est parce que, bon, là c'est un petit peu débile comme je l'ai fait, mais si, imaginons, je me mets entre 2 espaces du plateau, du coup je compterai 2 fois dans les majorités. Ah oui, une fois dans chaque espace. Il y a des majorités à récupérer. Voilà. On comprend la complexité du jeu, puis pour payer les adversaires aussi, il faut avoir de l'argent. C'est ça. Non, ça c'est par contre les adversaires ils le prennent, de la banque. Et on a surtout nos petits dragons, ça c'est impressionnant parce qu'on voit les éléments, on s'imagine totalement que le serpent se continue en dessous. Des dragons des mers, pardon, pas des serpents, c'est très important. On est dans un univers un peu Loch Ness. Oui, ça rend bien, c'est assez chouette, surtout quand on joue comme ça jusque 6 au final sur le plateau, ça va être assez vite le bazar. On va aussi pouvoir récupérer comme ça des petits bateaux qui vont me permettre de remplir des objectifs qui me feront des petits points complémentaires. Enfin des petits, il y en a quand même qui font par exemple 16 points. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des cartes, en fonction de quel numéro de carte je prends, ça va me demander de dépenser plus ou moins de corps de dragon. En fait à la fin de mon tour, par exemple là si j'ai joué une carte bleue, je peux repiocher une des cartes mais qui ne doit pas être bleue. D'accord. Ça va me forcer un petit peu à changer de forme. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais aussi avoir des cartes coraux. Des fois je vais pouvoir en piocher en fonction, par exemple ici si je remplis cet objectif là ça me donne 8 points et une carte corail. Les cartes coraux, ça va être par exemple des pièces en plus, ça va être des bateaux en plus, ou ça va être aussi, ce qui est vachement sympa, ça va être par exemple un point en plus dans un des 4 secteurs. Parce qu'en fait, en fin de partie, je vais regarder combien de dragons j'ai à chaque endroit. Et celui qui en a le plus gagnera le même nombre de points que le nombre de maelstrom encore visibles. D'accord. Enfin, il va multiplier en fait son nombre de dragons par le nombre de maelstrom encore visibles. Ah oui, parce qu'il faut les laisser. Donc il y a tout un aspect, le plateau évolue avec les joueurs en cours de partie. C'est ça, parce que je me mets sur un maelstrom ou que je me mets sur un courant, je vais devoir payer pour m'y mettre. Mais d'un autre côté, ça peut être pas mal pour me mettre sur plusieurs emplacements ou pour empêcher mes adversaires de marquer plus de points. Enfin, voilà, il va y avoir comme ça pas mal de choses, mais ça reste quand même très simple. À mon tour, juste je joue une carte, je pose mon dragon et puis je vais résoudre ensuite ce qui va se passer. C'est marqué à partir de 10 ans, donc c'est assez accessible. On a un petit livret aussi pour noter le score en fin de partie. Ça m'a l'air aussi élégant en termes de mécanique que de visuel, donc ça donne très envie de le découvrir. Je n'ai pas encore joué au moment où on tourne cette vidéo, mais j'ai hâte de m'installer à une table pour jouer à Dragon des mers. On continue avec la petite gamme des jeux Biseau. On commence à en avoir quelques-uns et tu as une annonce à faire là parce que je vois qu'il y a des jeux qui ne sont pas des nouveautés de cette année. Tu connais déjà, a priori, oui, j'ai déjà entendu parler de Saboteur, on l'a déjà présenté d'ailleurs parce qu'il y a une édition collector et de Saboteur et de 6 qui prend. L'édition 20e et 25e anniversaire ou 30e 30e anniversaire. Ouais, et là,
ils ont le droit aussi à rentrer dans cette gamme-là. Et un nouveau relooking aussi, en fait. Ouais. Du coup, à partir de la rentrée, à peu près, on est encore en train d'estimer la date, on va vraiment opérer le grand changement sur toutes les boîtes métal qui reviendront en boîte biseau. Oui. Donc, pour ça qu'on ne sait pas trop estimer la date, parce que ça va dépendre bien sûr des fins de stock. C'est pas le but que les deux coexistent en magasin, c'est vraiment le but que ça soit une refonte visuelle et puis au niveau du packaging. Et du coup, il y aura tous les grands classiques, aussi des choses comme Gang de Castor ou plein d'autres, là c'est plus des exemples. Mais en même temps, 3 nouveaux pour la rentrée. On a vu les nouveautés de l'été, et là ça c'est les 3 nouveaux pour la rentrée. Donc vous vous posiez une question au début, vous vous demandiez si ça allait prendre au niveau des boutiques, donc ça prend bien ces boîtes biseau. Il y a je sais pas comment on appelle ça, un étalage particulier. Les boutiques ont la possibilité d'avoir un meuble pour les poser. C'est toujours dans les mêmes présentoirs que les boîtes métal. Dans les mêmes, oui, ça rentre pareil. Bah oui, ouais. Oui, c'est d'où l'intérêt de ce format-là également. C'est le même, il y a juste le biseau qui se rajoute, mais en fait, vu qu'il y avait déjà un peu de marge. Et puis en plus, ça marche bien aussi, juste comme ça, que ce soit sur les étagères d'une boutique ou dans une ludothèque. Au final, ça marche bien. Et du coup, nous, ça nous a permis aussi, dans des jeux un peu plus vieux, de faire un petit relooking. Par exemple, le 6 qui prend, avant, il y avait un éclair dégueulasse dessus. Personne ne savait à quoi ça correspondait. Mais on a pu faire un petit coup de ménage dessus. On a pu... pareil, il y avait des espaces en plus qu'on n'avait pas avant. Enfin, ça nous a permis de donner un petit coup de jeune, tout en gardant l'identité visuelle du jeu. Donc, on reconnaît les jeux d'un coup d'œil. Mais Et puis, en même temps, de s'amuser sur des nouveautés. Par exemple, là, on a Aurum qui a un intérieur qui est doré. Enfin, on a pu faire un petit peu des petites choses. Et puis de retrouver en boutique l'effet de gamme auquel on tient, parce que moi là ici au Chalet je vais avoir des boîtes dans tous les formats différents, ça va pas du tout. Gang des castors, ça existait également. Gang de castors. Oui, j'ai pris lui en plus comme exemple parce qu'il est mignon. Très bon choix. Mais voilà. Le jeu suivant c'est Aurum, c'est un jeu, alors je vais essayer de citer le nom de l'auteur sans trop me planter, c'est Sresh Bat. Pardon si c'est pas la bonne prononciation, et c'est un jeu de pli compétitif où il faut vraiment insister sur l'intérieur de la boîte, parce que là vous avez mis du doré, c'est exceptionnel. T'as vu ça. Là, vous vous êtes donné du mal quand même. Mais il y a une raison pour Aurum, c'est lié à l'or. Oui. On va essayer de transformer les plis en or, récupérer de l'or. On va essayer d'être le premier joueur ou la première équipe, parce que ça peut aussi à 4 joueurs se jouer en équipe, à avoir 2 pépites d'or. Donc du coup avoir remporté 2 manches. Et du coup, oui, en effet, on va avoir des cartes minéraux, donc ils vont être de différentes couleurs. Donc on va avoir 5 couleurs différentes, donc tout va de 1 à 10, mais également des cartes or. L'or, du coup, c'est l'atout. D'accord. Donc ça va jouer comme un jeu de pli classique. Et donc si l'atout est joué, c'est forcément lui qui va remporter le pli, et donc la plus haute valeur de l'atout va le remporter. Sauf que ce qui va changer d'un jeu de pli classique, c'est que, imaginons, forcément je peux pas commencer avec l'atout, mais imaginons par exemple je commence avec un 2 minéral violet, tu ne pourras pas jouer du violet. Tu devras forcément jouer une autre couleur qui n'a pas déjà été jouée. Là on ne suit pas la couleur, c'est presque le contraire. Ouais. Voilà, je dois ne pas suivre la couleur. Par contre, l'or, je peux toujours le mettre, je dois juste pas ouvrir le pli avec, mais si quelqu'un d'autre a déjà mis de l'or, c'est pas grave. Vu c'est l'atout, je peux continuer. Et en fait, dans ce jeu, on va en début de manche, ce que j'ai pas dit, on va parier sur le nombre de plis qu'on va remporter. Donc avec une carte minérale qu'on a en main, on va pouvoir la parier, on va la mettre à côté de nous, ça va être... par exemple là je m'engage à remporter 6 plis. Si je joue en équipe, c'est la plus haute valeur des 2 membres de l'équipe qui va être retenue. Donc des fois on peut dire, il a un peu déconné. Et donc on va jouer comme ça à tour de rôle. Dès que un pli est fini, admettons, peu importe, on va regarder qui le remporte. Donc ici, ça va être avec l'atout. Oui, on commence tous avec un atout 0 en main, en plus de notre main de départ. Donc lui, il va remporter le pli. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que la plus petite valeur jouée en carte minérale, va remporter justement un atout du nombre en question. Ah oui, donc ça par exemple, là, je complexifie. vais remporter mon 2. Je suis pas obligée de le jouer, parce qu'en fait, à la fin, donc quand on aura tout joué, ou quand quelqu'un, en fait, des fois on va pouvoir être bloqué, on ne pourra plus jouer, parce qu'on n'a pas la couleur qui manque. On va pouvoir, du coup, regarder par rapport à notre pari. Si je ne l'ai pas réussi, j'ai 0. Si je l'ai dépassé, j'ai le nombre de points. Par exemple, si j'ai remporté 7 plis, j'aurai 6 points. Mais si j'ai fait tout pile, j'aurai x2. Donc là, j'aurai 12. Okay. On va en plus additionner les valeurs de nos cartes or qu'on aura remportées et qu'on n'aura pas joué.
D'accord. Et puis voilà, du coup l'équipe qui aura le plus gros score va gagner une pépite d'or. Des 2 pépites d'or, j'ai gagné la partie. Oui, donc ça reste très compréhensible comme jeu, mais c'est assez subtil. C'est vrai que là, je me rends pas compte là du aussi tout parce de comment qu'on a je vais jouer. zappé vraiment les Non, règles mais- de base du jeu de pli, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si on a déjà un petit peu joué au jeu de pli parce qu'il y a des petites choses, comme tu dis, il y a une petite mécanique en plus qui s'installe et on se dit, Ah, mais souvent, voilà, on au regarde début à quand appréhender. on a toutes des petites cartes, on se dit oh, j'ai une mauvaise main, ça va pas être simple. Alors que là, les petites cartes permettent aussi de gagner de l'or. Ouais, mais en donc même temps, c'est pas t'as si quand même simple envie de gagner d'analyser. l'or assez élevé, donc Oui. d'avoir une grande plus petite. D'accord. Parce que du coup, voilà, on va avoir les points en plus dessus qui vont nous compter pour la fin de partie. On en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en version allemande à l'origine, parce que alors, je sais pas si c'était allemand ou américain d'ailleurs, Pandasaurus. C'est un jeu qui est sorti, qu'on a découvert à Essen l'année dernière. Donc il arrive chez vous. Vous aviez des jeux de pli déjà chez Gigamic? On avait Rebelle Princesse là, Ah bah on oui, avait présenté oui, ensemble, bien sûr, qui est en sorti début cet d'année. été, Ouais. Qui là par contre était plus familial. Oui. Là on est plus sur du jeu de pli quand même initié entre guillemets, plus pour des gens qui vont déjà être habitués à ça. Mais oui, là du coup on en sort quelques-uns. Voilà, C'est la grande tendance cette année. En boîte biseau. Ouais. Et puis Pandasaurus, on avait déjà sorti avec eux, c'était le Clan des Loups, qui était aussi pareil, un jeu quand même déjà un peu plus initié, et aussi au matériel et au graphisme hyper chouette. Pour les amateurs de jeux de pli, ça s'appelle Aurum et ça sort donc cet automne. Lama, on connaissait bien puisque c'est un jeu qui a remporté un Spiel, si je ne me trompe pas, qui est signé par Rainer Knizia il y a quelques années pour le jeu de base que vous proposiez également. Oui, on le propose toujours. C'est Gang de Lama le jeu de Lama. base Lama. Non, c'est Gang de Castor, je mélange peut-être. Et donc là, on a une nouvelle boîte, c'est Lama Kadabra, attention, hein. Ça change tout. Le jeu est différent? C'est surtout des petites variantes qui sont ajoutées. Il va y avoir la piste... tu la caches ici. Du Lama Kadabra. Donc on va pouvoir le faire entrer en scène et déclencher le Lama Show. Oh! Ouais, gros ajout. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir en plus des petits jetons qui vont nous permettre de jouer au Lama Show, mais surtout qui vont être nos points. Sauf que dans ce jeu-là, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Donc c'est pas très bon de commencer d'avoir trop de jetons. Du coup, on va jouer, voilà, ça va être comme le jeu de base. Hop, on va chacun avoir plusieurs cartes en main. Et quand je vais jouer une carte, tu vas devoir jouer la carte strictement supérieure. On va avoir des cartes qui vont être doubles. Par exemple, si tu joues le 2-3, oui. Ça marche parce que ça peut être un 2, mais si moi, au-dessus de ça, je mets un 4, ça marche aussi, parce que je me dis, c'était un 3. Ouais. Voilà, on va avoir ce genre de petites choses. Et on va aussi, dedans, avoir des lamas qu'on va jouer, du coup, après le 6. Ah, c'est pas le moment. Et on va pouvoir, comme ça, au fur et à mesure, déclencher le lama show. Ok. Et en fait, donc les petits jetons, ça sera 1 point de malus, et les noirs, ça sera 10 points de malus. Je peux à tout moment échanger. Et ce qui est bien, quand il y a le lama show, donc je vais pouvoir, on va devoir enchaîner les lamas, et au fur et à mesure aussi se débarrasser de nos petits jetons de malus. Ce qui est bien, c'est que si j'en avais 10, je les avais échangés contre un noir, et que j'ai plus que des noirs, ah oui, là, tu les enlèves d'un coup. Je peux tout enlever. Je vais aussi pouvoir récupérer à un moment un jeton magique. Donc ça va être en fonction des cartes qu'on va jouer. Voilà, par exemple comme ici. Et ça va me permettre... en fait, si je m'en débarrasse pas, ça sera moins 20 points. Enfin, ça sera plus 20 points, mais bon, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Ou sinon, je peux à mon tour le jouer pour passer mon tour tout simplement. Parce que tu sais, si je peux pas, par exemple, là je pouvais pas mettre ni de 3 ni de 4 au-dessus de cette carte-là, du coup je dois piocher une carte en plus. Et quand quand on finit la manche, c'est à la fois les cartes que j'ai en main, mais aussi mes jetons qui me valent des points. Les cartes vont du coup être échangées en jetons et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un ait 40 points. D'accord. Donc voilà, on a ce petit truc du lama show en plus qui va monter, et puis quand quelqu'un peut plus suivre, il va se ramasser du malus. Donc ça crée de l'ambiance, ça crée aussi autour de la table une atmosphère qui est particulière. On est dans ce type de jeu dans lequel on essaie de se défausser de ces cartes qui sont très accessibles. C'est signé par un des maîtres du genre, puisque c'est Rainer Knizia qui est aux commandes de ce jeu, du lama de base, mais également de Lama Kadabra. Le dernier petit jeu dans une boîte biseau, c'est Once Upon a Draft, et celui-ci, je l'attendais avec impatience parce qu'on avait eu la chance d'y jouer quand tu étais déjà venu au chalet au printemps. J'avais beaucoup apprécié ce jeu-là. Pour tout vous dire, on espérait que le jeu soit disponible pour l'été, pour le conseiller pour l'été, mais non, il arrive pour cet automne, on vous le conseillera quand même. C'est un jeu très malin. Oui. Alors c'est un jeu, en fait on va avoir, voilà, comme ça, 50 cartes toutes différentes, numérotées de 1 à 50.
Et donc en fait, toutes ces cartes, ça va être des personnages issus de contes de fées, de dessins animés, de légendes, etc. Par exemple, je peux avoir des nains qui soient zen, qui soient amoureux, qui soient amicaux, etc. La fée Clochette, Cendrillon, bon, je vais avoir plein de petites choses, la reine de cœur, je pourrais aussi avoir un gros dragon badass. Voilà, plein de petits personnages comme ça qui vont, qu'on va essayer de faire comboter ensemble, on va essayer de leur créer des liens, parce qu'en fait c'est ça qui va nous faire gagner des points. Et les points en fait c'est représenté sous forme de gemmes. Elles sont chouettes, il va y avoir voilà, les grandes gemmes là qui vont valoir ces 2 points, d'autres qui vont valoir 1 point, et enfin les vertes qui vont valoir 1 point par 2. C'est vrai que ça c'était pas forcément si c'est indispensable pour jouer au jeu, mais ça rajoute quand même quelque chose en plus parce que vous avez un matériel que vous avez envie de manipuler. C'est ça. Et du coup, comment est-ce qu'on va jouer ? En fait, on va jouer en 3 étapes. Bon, là, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'on joue pas vraiment à 2. Il y a une petite variante pour jouer à 2, mais ça prend vraiment tout son sens à plusieurs parce qu'en fait, on va pas seulement comboter les cartes entre elles, mais aussi les comboter en fonction de celles de nos adversaires. Et donc, on va commencer la partie avec chacun 8 cartes et on va venir drafter les cartes. Donc, à moins qu'on joue, même si on joue à 6, je crois qu'on joue pas tout à fait avec toutes les cartes. Du coup, il y aura toujours des cartes qui vont pas être dévoilées. Donc le fait de drafter va nous permettre aussi de voir un petit peu ce qui est en jeu sur cette partie-là. Parce que ça sert à rien des fois de prendre un certain personnage si son homologue qui nous permet de scorer n'est pas là. Par exemple, si on prend Hansel, mais je vois très bien qu'il n'y a pas Gretel autour de la table. Oui. Mais bref, du coup je vais, comme un draft normal, je vais drafter une carte, le faire passer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait chacun une main de 7 cartes. Donc il y en a une carte qu'on va encore en plus abandonner. Et à partir de là, on va passer au 2e tour du jeu, celui qui va être un petit peu comme un jeu de pli, mais c'est pas vraiment. Où là, on va venir tous jouer, chacun notre tour de rôle, une carte devant nous. C'est là vraiment qu'il y a l'importance aussi de l'ordre, parce que je vais peut-être pouvoir réagir en fonction de ce que les autres vont jouer. Qu'est-ce que je peux faire comme exemple sympa ? Parce que toutes les cartes sont différentes, elles ont à chaque fois des petits pouvoirs qui sont ultra simples à comprendre, mais qui vont comboter différemment en fonction des autres cartes qui seront disponibles autour de la table. Par exemple, si on joue A4, si on va jouer ce genre de choses, la première chose qu'on va regarder, c'est qui remporte le pli. Ça va être tout simplement la plus forte valeur. Donc là, on va se dire, c'est un peu nul, je joue la plus forte valeur. Oui, mais pas que. Parce qu'en fait, celui qui va remporter va avoir une étoile jaune, donc du coup, aura 2 points. Mais en plus, on va déclencher tous les effets. Chacun va déclencher les effets de sa carte et va les résoudre en fonction de ce qu'il y a d'autre autour de la table. Donc par exemple, moi, je gagne une gemme verte par baguette magique. J'en ai déjà une, j'en vois une deuxième ici. Je vais gagner en plus 2 gemmes vertes. Et là, par exemple, ici, les 2 joueurs se sont répondus. Il y en a un qui a joué Tweedledum et l'autre Tweedledee. Du coup, ensemble, ils vont scorer et marquer chacun une gemme rose. Et ainsi de suite. On va chacun, du coup, résoudre nos petits trucs et garder nos gemmes de côté. Mais ensuite, c'est pas vraiment comme un pli, puisque même celui qui l'a gagné ne prend pas toutes les cartes. Oui, on garde chacun la carte. On va chacun garder nos cartes déjà jouées devant nous, face visible, avec nos gemmes. Et on va jouer, comme ça, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait joué nos 7 cartes. Donc au bout d'un moment, on n'aura plus forcément beaucoup de choix. Bien sûr, celui qui remporte le pli, entre guillemets, va commencer. C'est pas forcément toujours bon de commencer. Certes, j'ai engrangé plus de gemmes, mais en même temps, je dévoile mon jeu. Par exemple, là, je dis que je gagne une gemme verte par baguette magique, les autres, ils vont pas vouloir en mettre. Voilà, donc il y a une construction de son deck. On connaît ces 7 cartes, mais par contre, bien les jouer, ça demande aussi de se souvenir des cartes des adversaires, voire de trouver des partenariats conjoncturels. À certains moments, ça vaut le coup de pouvoir aider un autre joueur pour en récolter aussi les bénéfices. Comme là, les 2, par exemple, se sont dit, tiens, s'il y a quelqu'un là autour de la table, s'il vous plaît, jouez là. Et du coup, en fin de cette deuxième partie de la partie, cette deuxième manche, on va avoir toutes nos cartes devant elle. Donc les cartes qu'on aura draftées lors de la première manche. Et là, on va rescorer une dernière fois toutes ces cartes, mais on va les scorer entre elles. Oui. Donc mes 7 entre elles, un petit peu à la Fantasy Realm en fait. Donc il va falloir à la fois, quand je fais mon premier draft, penser à ce groupement, à essayer de les faire comboter entre elles, mais en même temps, voilà, on a la deuxième partie qui rajoute un petit quelque chose. Donc voilà, là je vais vraiment... là mon magicien par exemple, il n'y a pas d'autre baguette que lui, donc il va scorer moins de points que tout à l'heure. Avec un système pour compter les points qui est quand même rendu facile par ces différents éléments. Et puis des fois, on va avoir des petits
des petites choses aussi. Par exemple, là, si je gagne beaucoup de verres, moi, dans mon cas, je vais peut-être avoir une carte, par exemple, qui va me dire tous mes verres comptent double. Oui. Ou il va y avoir des petites choses comme ça qui vont justifier le fait que ce soit pas juste un demi-point, 1 point ou 2 points. On va aussi avoir des petites choses en plus à ce niveau-là. C'est super simple. Alors, les explications, il faut y jouer. Hein. C'est le genre de jeu dans lequel il faut vraiment jouer autour de la table pour se rendre compte qu'en réalité, c'est vraiment simple. C'est un jeu qui est signé par Joe Hoot. Ça se joue en une 30aine de minutes. Hein, c'est noté. Il y a un draft, donc c'est la partie qui dure le plus de temps. Après, le jeu est vraiment très malin. Je vous invite vraiment à le découvrir. Celui-ci, ça fait partie de nos coups de cœur chez Un Monde de Jeux. On enchaîne avec Avant-Garde, un jeu de Mary Flanagan et Max Sennman. Et c'était pas une boîte biseau. On a un format qui est... alors ça reste compact, hein, mais c'est sensiblement différent aussi. On a un graphisme qui est très original, qui est signé par Ishita Banerjee. Et à l'intérieur du jeu, vous avez des petites boîtes. J'avais jamais vu ça. Ben non, écoute, c'est assez original dans le packaging et tout ça. Et c'est pas vraiment une petite boîte biseau parce qu'on a plus de matériel. Bah oui, et c'est déjà un jeu un petit peu un petit peu moins familial en fait. Oui. Ça reste accessible, mais c'est déjà un petit peu plus joueur. 10 ans, c'est marqué. 1 à 5 joueurs, 40 minutes de jeu. Regardez l'intérieur des boîtes. Et en fait, pour installer le jeu, Waouh. Non mais moi ça me fascine ça. Moi j'adore le matériel original. Ça fait partie du côté ludique des jeux de société. On aime bien découvrir un matériel qu'on n'a jamais manipulé. C'est des cartes à l'intérieur, mais la façon de les ouvrir, ça change tout. Hop ça. Et ben en fait le jeu est déjà mis en place. Wow. On va chacun avoir, donc ça ici ça mérite pas forcément de rester là, ça va être nos decks de départ. Oui. Et en fait on va être ici sur un jeu de deck building. Ok. Donc comme un jeu de deck building classique, je vais venir mélanger mon deck, piocher quelques cartes et ensuite pour les jouer, là par contre ça va un petit peu changer, je vais devoir les agencer suivant une ligne. Par exemple, je peux, imaginons, là je mets une carte orange, je peux mettre à côté d'elle une autre carte orange. Oui. Cette carte orange est aussi un 2, donc à côté d'elle je peux mettre un 2. D'accord. C'est une autre couleur, que je peux remettre un 2. Ok. Par contre là j'ai un 1 blanc, là je suis coincée, je sais pas l'insérer à ma ligne, donc malheureusement celui-là je ne peux pas le jouer. Je peux essayer de faire une autre compo, voir si ça s'insère, mais là je vois déjà que j'ai pas la même couleur, j'ai pas le même chiffre, dans aucun monde ça va bien s'insérer. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de cartes que j'ai réussi à mettre devant moi, ça va me faire un nombre de points, un nombre d'argent en fait, et donc ici c'est 4, et cet argent va pouvoir me permettre d'acheter de nouvelles œuvres d'art. En fait ça va être ça tout le thème du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle Avant-Garde, je vais essayer de collectionner le plus d'œuvres d'art, et aussi de jouer avec des mécènes. Donc en fait les mécènes, ici ça va donner des pouvoirs à certains de mes cartes chiffres. Donc là pareil en fait, là ici ça c'est des 0, enfin c'est des 100 chiffres, ou des 1, ils n'auront pas de pouvoir. Par contre, à partir de mes 2, au début j'ai juste des 100 chiffres, des 1 ou des 2, mes 2 auront un petit pouvoir. On va, là on a tout laissé emballer, mais on va avoir comme ça plusieurs groupes de mécènes, donc en fonction de chaque partie, je vais pouvoir jouer avec l'un ou l'autre. Donc ici par exemple, mes 2 me donne immédiatement, si j'ai le plus de 2, je reçois 1 d'argent en plus. Donc si je vois par exemple qu'autour de nous tous, moi j'ai 3-2, j'ai le plus de 2, donc au lieu de marquer 4 d'argent, je vais en marquer 5. Et après ainsi de suite, si par exemple dedans j'ai des 3, des 4, des 5, des 6, je vais pouvoir au fur et à mesure comboter des choses et pouvoir créer des lignes de plus en plus grandes. Et justement avec l'argent que j'ai, comme un deck building assez classique, je vais pouvoir acheter ici sur mon marché de cartes, soit une carte de 4, soit 2 cartes de 2, soit une carte de 3, et puis je vais garder 1 d'argent en plus pour le tour prochain, par exemple. Donc là, on n'a pas du tout mélangé le jeu, donc c'est que des jaunes, mais chez vous ça sera pas comme ça. Oui. Il va y avoir pas mal d'autres couleurs, donc je vais aussi pouvoir voir un petit peu ce qui m'arrange pour faire mes suites au mieux ensuite. Et ici, en fonction du nombre de joueurs que je suis, en fait, la partie va s'arrêter quand on aura un certain nombre de prix. Donc ça, les prix, ce sont des cartes qu'on va pas venir mélanger à notre deck, ça va pas le pourrir comme un demi-million ou quoi. On va les mettre sur le côté et à partir d'un certain nombre de prix gagnés, la partie s'arrête et du coup j'ai remporté la partie. Les prix, je vais les avoir quand je vais faire une somme de minimum 6. Je vais en gagner. D'accord. Voilà, tout simplement en fait ça va être ça.
Donc c'est vraiment un petit jeu de deck building à la Dominion, où je vais essayer de renflouer mon deck et de le faire compoter ici en fonction de la famille de mécènes avec laquelle je vais jouer. Je vais essayer de me dégager un petit peu des stratégies. Et vu que j'ai plusieurs familles de mécènes, je vais avoir pas mal de rejouabilité. Oui, ça change à chaque partie. Bah, écoute, moi j'ai pas joué, donc je suis pas en train de vous dire que c'est génial. Je vais y jouer par contre, parce que les mots que tu as cités, deck building, l'originalité du matériel, tu m'as même dit Dominion, donc moi ça me parle. J'ai envie de le découvrir. Ça s'appelle Avant-Garde et c'est donc un jeu qui est signé Marie Flanagan et Max Selman. On enchaîne avec une extension pour un jeu qui a rencontré un certain succès, je crois, Acropolis, qui avait remporté l'As d'Or. Oui, l'As d'Or. Donc, gros succès de Jules Messot, illustré par Pauline Détra, et que vous avez publié. La nouvelle extension Athéna arrive. Elle est forcément très attendue par les joueurs, et on a des petits modules supplémentaires à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc là, en fait, là on a installé l'extension. Ça va juste occuper ça de place en plus par rapport au jeu. En fait, on va jouer avec des objectifs. Parce qu'on va essayer de s'attirer les faveurs d'Athéna. Et essayer du coup d'être celui qui va le mieux les attirer pour avoir des petits bonus qu'elle va nous donner. En fait, on va se baser sur différentes cartes. On en a 3 par couleur, sachant que le gris, donc le marbre, est aussi une couleur ici. On va tout simplement mélanger ça et en tirer 4. Ça peut être comme ici des couleurs différentes, ça peut être aussi, on peut avoir les 3 bleus et puis une verte. Oui. Peu importe. Plein de configurations différentes. Ouais. Et tout le reste, on va pas y jouer pour cette partie. Pour chaque objectif, on va associer 4 mini-tuiles. Ça, c'est la grande nouveauté qui arrive sur cette extension aussi. On va avoir des tuiles de 1. Alors que sur le jeu de base, c'est par 3. Oui. Quelles vont les tuiles. Et on va aussi avoir des bouts d'Athéna. En fait, on va jouer vraiment comme le jeu de base. C'est juste qu'on va avoir du coup, donc, ces objectifs qu'on va pouvoir accomplir. On peut aussi jouer toute la partie sans les accomplir, mais c'est pas forcément comme ça qu'on va marquer le plus de points. Donc ici, ce qui est chouette, je trouve, dans cette extension-là, c'est que ça rajoute aussi un petit peu de l'histoire et aussi des illustrations qui ici sont quand même pas mal de place au jeu de base. Où des fois on avait même peut-être un petit côté abstrait à Acropolis, que là vraiment on est à fond dans la thématique de la Grèce antique. Donc par exemple avec les bleus qui étaient nos habitations, on va pouvoir ici créer, on va devoir, si on remplit cet objectif, créer un cœur de quartier. Donc à chaque fois on a le petit symbole qui nous aide, donc on va devoir avoir une étoile bleue en contrebas d'autres tuiles qui seront comme ça au-dessus. Par exemple ici on va avoir la réserve, on va devoir avoir en stock 8 marbres à la fois, etc. Là on va devoir créer les jardins suspendus, les remparts, donc ça va être très thématique vu que ça c'est les militaires, on va essayer de faire des remparts, donc des lignes de 3 décors militaires côte à côte. Donc on va à la fois des choses qui vont jouer sur les emplacements, sur les hauteurs, sur ici tout simplement le stock de petits marbres qu'on a. Ça va jouer sur différentes choses et ça va vraiment changer notre tactique, mais en même temps il ne faut pas oublier le jeu de base. Parce que c'est ça aussi qui va nous rapporter des points, donc au début ça va être une gymnastique qu'on va essayer de faire. Et donc du coup au cours de la partie, dès que j'ai fait un objectif, je vais pouvoir prendre la partie du corps de la déesse Athéna qui correspond pour me souvenir que j'ai fait cet objectif-là. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre une petite tuile au choix. Même là, si on joue à 2, là j'ai installé l'extension pour 2, on aura toujours comme ça 4 tuiles bonus. Si on joue pour 4, c'est pareil, c'est juste que ça va être un peu plus tendu sur qui va récupérer quoi. Donc soit je vais avoir tout simplement des étoiles en plus, donc ça c'est vraiment cadeau. Je peux les mettre sur un coin, je peux les mettre au-dessus, ça marche comme d'habitude. Et là, on a des tuiles doubles. Et on va aussi avoir des tuiles doubles, effectivement. Et les tuiles doubles, en fonction de comment je vais les agencer, ça va être assez important. Par exemple, ici, les temples, ils doivent être entourés de d'autres choses. Donc, je vais peut-être essayer de tourner ma tuile pour qu'elle soit vraiment entourée du reste de mes tuiles. Donc là, ça va vraiment compter, ça va scorer pour les deux. Et on peut les mettre en hauteur aussi, en plus. Donc, oui. Tout à fait. Super intéressant. Et puis on va aussi avoir les tuiles paysages simples, mais des fois, si par exemple j'essaie de scorer à fond les verts, ça va peut-être me permettre de récupérer une tuile verte en plus. Et dernière petite chose, ensuite c'est vraiment, j'ai tout dit en fait, si jamais j'arrive sur une partie à faire les 4 objectifs, je peux faire qu'une fois chacun du coup, si j'arrive à faire les 4, et alors je vais avoir ma statue d'Athéna au complet, et je vais quand même avoir le droit à une petite récompense pour ça, parce que c'est quand même assez dur à faire, c'est qu'en fin de partie, chacun de mes cubes de marbre normalement restant me vaut 1 point, et là il me vaudra 5 points.
Donc ça peut permettre d'avoir les petits points, oui. Tu sais qu'on a de différence, de pouvoir un petit peu les grappiller à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est l'extension qui va sortir pour Essen, et ça va être vraiment en plus à tout petit prix, on va être sur une douzaine d'euros. Ah oui, seulement. Ouais, le jeu de base en lui-même est pas cher, il est déjà en dessous de 30, donc ça n'avait pas non plus trop de sens de faire une extension trop chère. Donc du coup, c'est assez intéressant si on veut rajouter ce petit module en plus. Voilà, un petit module supplémentaire si vous êtes accro d'Acropolis, ça vaut le coup de le prendre. On enchaîne avec un jeu qui est forcément très attendu parce que Dorf Romantik, Spiel des Jahres, je crois, il avait remporté le prix l'année dernière. C'est un jeu qui est signé par Lukas Zar et Michael Palm, qui était coopératif et qui devient compétitif dans cette version duel. On le comprend en mode duel, il y a une compétition entre 2 joueurs uniquement. Oui, tout à fait. Du coup, c'est un nouveau jeu, vraiment un nouveau stand-alone. Donc soit je peux acheter que le Dorf Romantik, le duel, ou soit que le Dorf Romantik, le jeu de société, donc la version coopérative, je vais y arriver, où je peux aussi avoir les deux. C'est vraiment 2 jeux différents. Bien sûr, ça se base sur le même principe, mais il y en a un qu'on va jouer seulement en duel à 2, et l'autre qu'on va jouer tous ensemble. Oui, mais à 2 aussi si on veut. Bien sûr. Ouais, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on aime. Si on préfère, justement, si on a un peu regretté dans Dorf, le premier du nom, ce côté trop serein, trop paisible. C'est sûr qu'on est tous ensemble et on partage la même construction. Là, cette fois-ci, ça ne sera pas du tout le cas parce qu'il va y avoir un vainqueur. Oui, et puis dans le Dorf de base, on ne gagne pas, on ne perd pas, on fait juste un score. Donc il y a des gens que ça va un petit peu agacer, ils se disaient « Oh, ça manque d'un petit quelque chose », et ben là on l'a. C'est pas pour eux, tout simplement. Oui, mais ça, justement, mais j'avoue que moi, je suis attiré. Déjà, c'est peut-être plus pour moi, justement. Voilà. Et donc ici, ça va vraiment marcher de la même façon que Dorf Romantik. Je ne vais pas re-rentrer dans le détail, mais grosso modo, on va construire son petit village, son petit paysage paisible, en jouant à la fois des cartes paysages, mais également des objectifs. Celui-là, il est un petit peu spécial. Sauf que là, la différence, c'est que, d'abord, comme le jeu de base, on aura toujours 3 objectifs en cours en même temps. Oui. Mais ici, on va avoir un joueur qui va les piocher au hasard et l'autre qui aura exactement les mêmes tuiles et qui va reprendre. Du coup, par exemple, moi, si je pioche d'abord cette tuile objective-là, tu vas piocher exactement la même. D'accord. Tu vas la choisir, pas vraiment la piocher, et la mettre aussi. Donc, on va jouer à chaque fois avec exactement les mêmes tuiles, les mêmes objectifs et les mêmes paysages qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Mais on va essayer de se débrouiller mieux avec ce qui tombe. Pour pas dire oui c'était le hasard, on a mal réussi. Non, il y en a forcément un qui va mieux réussir que l'autre. C'est un Dorf Romantik duplicate un peu. On a le même jeu, on essaie de s'en sortir mieux que son adversaire. C'est ça. Et puis des fois on va avoir des petits décalages. Parce que par exemple, moi je pourrais très bien avoir 3 objectifs en cours parce que je m'en sors bien et j'arrive à tous les faire. Puis toi t'en auras peut-être 5 parce que t'es complètement à la ramasse. On aura forcément 3 minimum, mais ça peut un petit peu se développer de façon différente. Tu me l'as vendu là, parce que moi je suis pas très coopératif, ça me dérange pas, mais c'est pas le genre de jeu vers lequel je vais le plus a priori, et c'est vrai qu'il a ce petit côté duel, et ce mode duplicate, ça me tente bien. Et en plus on aura des petits modules. Donc là ça va pas être des modules qui vont se développer au fur et à mesure, comme le Dorf premier du nom, en faisant en remplissant des objectifs, etc. Là, on peut direct tout mettre si on veut. Oui. C'est pas forcément très malin parce que ça va nous embrouiller, mais on va avoir comme ça, différents modules. Par exemple, on va piocher une carte de chaque paysage et ça va nous dire, genre là, en plus on aura genre 8 ou 4 points si on a le plus grand village en fin de partie. Celui qui est le plus grand aura 8 points en plus. Celui qui a genre le plus de champs aura un nombre de points en fonction de son nombre de champs en fin de partie. Et ainsi de suite. Ça va plutôt être sur les majorités, enfin un petit peu comparer nos deux paysages. Mais on va aussi avoir un autre module où là, ça va être des petits modules dans le module qui vont se rajouter, des modules qu'on peut déjà connaître, par exemple les cœurs, ils étaient déjà dans le Dorf de base, ils se débloquaient un peu plus tard, on va aussi avoir le photographe, on va avoir des petites choses aussi un petit peu nouvelles, et en fait quand j'aurai rempli un certain nombre d'objectifs, donc là par exemple dès que j'ai rempli mon 4e objectif, je vais pouvoir prendre un module en plus de mon choix, que je vais venir débloquer. Si toi tu n'y es pas encore, tu l'auras pas encore. Tu pourras peut-être par contre prendre un autre module avant moi que j'ai pas encore. Et ainsi de suite. Ça va nous rajouter des petites choses, et ça va rajouter aussi un petit côté course. Ah oui. Je vais essayer de faire le plus d'objectifs avant toi pour pouvoir débloquer les modules en premier.
et pour pouvoir du coup scorer plus. Globalement c'est ça, mais en plus là ici on a des petits ajouts pour ceux qui auraient déjà le Dorf premier du nom. C'est du petit bonus. Justement s'ils aiment bien par exemple ce module du photographe, on l'a aussi qu'on pourra intégrer au Dorf premier du nom. On aura des petites tuiles en plus qui vont vraiment reprendre un petit peu les petits modules qu'on retrouve ici, mais pour les adapter aussi à la version coopérative, si ça nous a bien plu. Une version qui a beaucoup d'admirateurs aussi, donc ça leur fera plaisir d'avoir des éléments supplémentaires. Oui, voilà. On enchaîne avec le Similo Jurassic World, toujours illustré par Nayad. On a fait une vidéo la dernière fois que tu es venu. Oui. D'ailleurs, qu'on diffusera plus exactement au moment où le jeu sortira, parce que ce que vous voyez ici, c'est une version qui est encore prototypale pour le matériel. Les illustrations, par contre, sont définitives. C'est pour ça que vous voyez peut-être les sleeves qui peuvent faire éventuellement du reflet, mais a priori, je crois pas. Si je regarde l'écran de retour, Similo, c'est Similo. C'est toujours le même jeu, mais là, cette fois-ci, avec des dinosaures. Oui, là, on est sur une nouvelle licence. Donc, dernièrement, on a vu Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, Seigneur des Anneaux. Et là, maintenant, c'est Jurassic World. Après, il y a des amateurs. C'est avant tout un Similo dinosaure. Oui. Parce qu'on sait c'est vrai qu'on a souvent des demandes de personnes qui nous envoient des messages sur la boîte contact ou quoi, qui nous disent « Oh, moi, j'ai pensé à un Similo un peu spécial. » Et dinosaure est pas mal revenu, en fait. Donc voilà, il est là, le Similo dinosaure. Mais oui. Alors on va pas rentrer dans tous les détails de comment le jeu fonctionne. C'est un jeu dans lequel on essaie de faire deviner un personnage en fonction des caractéristiques d'autres personnages. Par exemple, je peux dire, celui-ci, non, il ressemble pas du tout à celui que je t'essaie de te faire deviner, et toi, tu vas devoir éliminer. Demander est-ce que du coup, je dois éliminer certains sur fond rose, ou au contraire, est-ce que je dois éliminer... tu joues avec les couleurs. Peut-être. Ou peut-être que ceux qui ont des petites dents, là, je vais les éliminer. Ce sera plutôt quelqu'un sans dents, avec des grandes dents, je sais pas. Et vous avez compris l'intérêt d'avoir des dinosaures, parce que ça nous change des habitudes. Sur les contes, par exemple, on va vraiment se servir de ce qu'on connaît de l'histoire des différents contes. Là, ça va pas être la même façon de travailler. Après, même si tu connais pas, il y a toujours une petite phrase comme ça sur le côté de la carte qui donne des petits renseignements sur le personnage. Ça, c'est déjà dans tous les Similo. Mais bon, là, du coup, des fois, c'est assez utile sur le Stigmoloch. On n'a pas forcément trop d'infos. Donc, ça peut nous aider. Et comme les autres Similo, en fait, il est combinable. Donc, par exemple, je peux mélanger lui, animaux fantastiques, ou lui et animaux tout court. Je peux faire des mixtes un petit peu rigolos. Voilà. Mais comme tous les autres Similo. C'est illustré par Nayad, comme tous les autres Similo, et c'est toujours signé par, je vais y arriver peut-être, Almar Har, Pierluca Zizi et Martino Chiacchiera. Je sais pas comment elle prononce. Je te fais confiance. Je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, pareil comme l'année dernière, le jeu donc il sort pour la fin d'année, et il reviendra aussi avec une offre. On fait toujours une petite offre de fin d'année aux alentours de Noël, où le deuxième Similo acheté est à moitié prix. Donc ça permet justement de s'acheter la nouveauté, puis en plus un ancien qu'on n'avait pas, ou 2 fois la nouveauté, puis on l'offre, ou peu importe. Et du coup, comme ça, on peut un petit peu plus facilement les combiner entre eux et élargir notre collection. On continue avec un jeu enfant joué, indiqué en gros 4 à 9 ans. On peut jouer de là, on a le droit, si on a envie. Ça s'appelle Il en vue Moussaillon, c'est signé par Gérard Ribas et illustré par Miguel Ramos. Et à l'intérieur du jeu, vous avez quand même ce magnifique... cette longue vue. Ben oui. On peut voir des trucs dedans. Oh Comment ça marche? Alors, ici, on va être sur un jeu coopératif d'observation. En fait, on a repéré un trésor au loin sur une île mystérieuse, mais le problème, c'est qu'on a pu voir l'image de cette île que très rapidement. Du coup, on se souvient plus très bien du chemin pour y aller, mais on va essayer tous ensemble de s'en souvenir. Du coup, on va avoir comme ça plusieurs petites images et aussi plusieurs histoires. Au début, on pourra toujours commencer par se raconter une petite histoire pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est important sur un jeu enfant. Ben oui. Du coup, on va avoir plein de petites histoires au choix. Bon, je vous épargne, vous lirez ça à la maison, mais il y en a plein. Et on va également avoir des images d'îles. On va avoir des images du coup qui seront assez simples, qui seront de niveau 1, mais on va pouvoir, en fait, ce jeu, on va vraiment pouvoir le modeler en fonction de l'âge ou juste de la difficulté qu'on va avoir. On va aussi avoir des îles de niveau 2 et des super grosses îles de niveau 3 où je vais avoir plein de détails. Ah oui, c'est sur l'image en elle-même, il y a plein de choses à observer. Oui, voilà, c'est ça. On va comparer à ça, ça va être plus ou moins complexe.
Du coup, peu importe, on va se prendre une île au hasard en fonction de la difficulté qu'on va avoir et on va avoir quelques secondes pour la regarder tous ensemble et essayer de spotter un petit peu les détails importants. Puis, hop, on va la cacher et c'est là que le jeu va commencer. En fait, on va avoir comme ça plusieurs lentilles avec chacune différents éléments dessus qu'on va mettre en début de partie sur notre longue vue. Donc là, pareil, c'est en fonction de la difficulté. Il y a des visuels qui sont plus ou moins compliqués et du coup qui seront forcément sur certaines cartes et pas sur d'autres. Oui. Et du coup, bon, on n'a pas le droit de les regarder comme ça. Ah, on va on va les insérer. Bon, imaginons. Donc on en aura pareil plus ou moins en fonction de la difficulté qu'on va avoir. Et en fait les enfants à tour de rôle vont regarder dans la longue vue et vont devoir, par exemple tu vas devoir me décrire ce que tu vois. Alors là je vois un radeau troué avec une voile trouée. Et puis voilà, un radeau avec une voile trouée. Ok, et donc à partir de ça on va devoir tous s'interroger, est-ce que c'était sur notre île ? Je n'ai pas regardé suffisamment. Bon, imaginons que oui. Enfin, on pense que oui. Oui. Du coup, tu peux enlever la lentille sans regarder la prochaine. Et on va la mettre ici sur notre plateau de jeu. Ici, on joue avec 5 images à retrouver. De l'autre côté du plateau, va y en avoir moins si on veut jouer différemment. Et on va continuer comme ça. Si tu vas me la passer, je vais te dire ce que je vois, etc. Bon, bien sûr, le temps qu'on fasse tout ça, on a bien le temps d'oublier ce qu'on avait vu au début, mais pire que ça, de temps en temps, on pourra aussi tomber sur des pirates. Soit ils seront à 1, soit ils seront à 2. Ici, ils sont par 2 parce que y a 2 drapeaux de pirates. Quand je tombe dessus, je fais alerte aux pirates, et à ce moment-là, on va devoir les combattre. On va avoir ici un super petit canon. Et tu peux, vas-y, par un jeu de pichenette, essayer de les attaquer. Pardon. Génial. Elle a perdu le dé. On va aller le chercher. Ah elle est trop d'enthousiasme. Hein. C'est ça. On a retrouvé le dé. Donc, explosion. Voilà. Là, on a réussi à attaquer des pirates. Sauf que là, vu qu'ils étaient 2, on doit recommencer. Parce qu'il y en a 2 à vaincre. Donc, il faut avoir 2 fois les explosions. Ah, explosion. Et c'est bon. Tout bon. On les a vaincus. Il y a d'autres faces. On les défausse. Et ainsi de suite. Et entre-temps, on a encore une fois bien oublié ce qu'on avait vu sur l'île. Oui, d'accord. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir ici nos 5 images. Puis, on va pouvoir retomber sur notre île et vérifier si on avait bon. Donc, si on peut l'atteindre. Il n'y avait pas de radeau. Par contre, il y avait un chimpanzé. Et du coup, on va pouvoir voir, voilà, si on a tout bon, on aura gagné la partie. Et sinon, il va falloir recommencer, peut-être avec une petite difficulté en dessous. Voilà, c'est un jeu de mémoire, mais avec un matériel qui est éminemment ludique. On a tout de suite compris qu'on a envie de manipuler les différents éléments. Faites très attention au dé, il peut partir très loin. Et ça risque d'amuser également les enfants qui vont faire exprès, je les connais, ils vont faire exprès de le lancer trop loin et de dire pardon. Mais oui, surtout s'ils ont vu la vidéo. Ça s'appelle Il en vue Moussaillon, et c'est donc un jeu qui est signé par Gérard Ribas. On enchaîne avec 2 petites boîtes qui sont signées par Marc Larivière, Very Bad Lands, Survivez au chaos. C'est des petites boîtes avec des dinosaures. On a déjà parlé de dinosaures dans cette vidéo. On continue avec cette boîte-là. Je vois que c'est noté Randolph en bas. C'est publié par le Randolph et c'est vous qui le distribuez. Oui, tout à fait. Du coup, ça c'est 2 petits jeux qui vont paraître pour la fin d'année et qui sont un petit peu des petits jeux d'ambiance de joueurs. Oui. En fait. On peut tout à fait jouer qu'avec une seule boîte, ça va être le même jeu, c'est juste qu'on va avoir des dinosaures différents et on va aussi avoir des petites variations dans les désastres. Et du coup, on peut combiner les 2 boîtes ou jouer séparément, c'est vraiment au choix, ça fonctionne de la même manière. Du coup, dans ce jeu, ça va être en fait un jeu très simple, on va chacun avoir une carte en main qu'on va jouer. D'accord. Globalement, c'est ça, mais il va y avoir des petits désastres qui vont nous embêter et en plus, la carte qu'on a en main, si elle ne nous plaît pas trop, on peut la refiler au voisin. Et il a pas le droit de dire non. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, au début de partie, on va tous avoir 2 dinosaures en main et on va devoir en choisir un qui va nous accompagner tout au long de la partie. Donc, chaque dinosaure va avoir un petit pouvoir qui va nous aider donc, tout au long de cette partie. Ils ont tous 3 points de vie, sauf un, là, lui, il est un petit peu nul, mais il a 4 points de vie. On dirait un crapaud. Voilà. Ouais. Donc, on va tous avoir notre petit dinosaure face à nous.
Bon, peu importe, je t'en mets un au hasard. Le Brachiosaure. Mais comment est-ce que ça se joue? En fait, on va surtout jouer avec ces cartes-là, donc les cartes désastres. On va en avoir 11 numérotées de 1 à 11, elles sont uniques. Bon là c'est un petit peu un mauvais exemple parce qu'on peut pas jouer à 2 en vrai, c'est vraiment un jeu à partir de 3. Oui. Et un jeu d'ambiance pour joueurs. Hein. Oui. C'est pas... Ça demande quand même une certaine gymnastique, même si les règles sont très simples en fait à maîtriser, ça va être un petit peu plus compliqué. Et du coup, on va donc chacun avoir notre carte, on aura aussi une carte dans la rivière. Et à mon tour de jeu, j'ai plusieurs options. Soit je garde ma carte, il se passe rien. C'est à toi. En plus, c'est toi le premier joueur. Hop, c'est moi la première chose. Ou soit j'échange ma carte avec celle de la rivière. Ou sinon, je l'échange. Imaginons, je l'échange avec le prochain joueur. Il peut pas refuser. Non, il peut pas refuser. Moi non plus, je peux pas dire finalement ça me plaît pas. Bien sûr, il y en a un qui a un effet spécial, il peut dire non. Ouais, c'est bon. Non, ça me plaît. Ouais. Donc imaginons, hop, je le fais. Et ensuite, mon tour est fini. Donc je dois me contenter de ça. Et tous les joueurs vont jouer comme ça, à tour de rôle. Et ensuite, on va dévoiler. Et donc du coup, quand on a tous révélé nos cartes, ça va être la plus faible valeur qui va perdre une vie. Mais des fois, je peux avoir des petites variantes. Comme là, j'ai la maladie qui va me dire que la plus haute valeur perd également une vie. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Donc c'est très mal joué. Ouais. Mais... Voilà, il faut s'adapter aux valeurs, aux effets qu'il y a entre les différentes cartes, aux interactions entre les joueurs, deviner, discuter, faire l'ambiance aussi. Parce que là, clairement, discuter, hein, je ne vais pas te montrer ma carte. Non, mais on peut essayer de la deviner. Donc comme je disais, dans la deuxième boîte, je vais avoir plus de dinosaures, donc je vais avoir d'autres effets. Enfin voilà, chaque boîte est indépendante, mais si je veux, j'ai des petites variations entre les boîtes, donc ça peut toujours être chouette d'avoir les deux, si je veux un petit peu renouveler le jeu. Et l'avantage pour nous qui sommes au chalet, c'est qu'on peut se faire une partie après cette vidéo pour se rendre compte de comment ça fonctionne. J'ai envie de me lancer dans une partie. Alors pour terminer cette vidéo, on a 3 autres jeux dont on va parler qui sortent en fin d'année. Mais t'es pas venue toute seule, Ariane? Je crois pas. On a une invitée exceptionnelle qui va venir nous rejoindre, on a Fanélia, qui est l'illustratrice et la créatrice de ces différents jeux. Donc on va l'appeler, on va aller la chercher dans le chalet et on va tourner la fin de cette séquence avec elle. Merci Ariane. Et merci à toi. Pour toutes ces présentations. N'oubliez pas de nous indiquer dans la description de la vidéo les jeux que vous avez le plus envie de jouer. Ce sera peut-être ceux-ci. On vous en parle justement avec Fanélia. On se retrouve avec Fanélia. Bonjour Fanélia. Bonjour. Ravi de t'accueillir au chalet. De nouveau, en tout cas, première fois devant la caméra. Oui. Parce que tu étais déjà passé. Et alors, c'est une fin d'année, mais c'est dingue. Il y a pas mal de jeux. Parce que tu conçois tout toute seule. Oui, avec mon mari essentiellement. Oui, vous êtes deux, effectivement. Quand même, mais en termes d'illustration, c'est toi qui les fais. Oui. Qui conçoit les jeux. Tu es à la réalisation. Tu es même à l'édition. Voilà, sur certains d'entre eux. Beaucoup de choses. Et donc, c'est 3 jeux sur la fin d'année. Alors, on a ici. Même un quatrième. Qui est là. Qu'on va montrer également. Alors là, ici, on va tout montrer. Ouais, on va commencer par celui-ci. Ouais. Donc celui-ci, je le pose de côté, on vous le montre juste après. Ça, vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il s'agit de puzzles. Alors des puzzles un peu particuliers. On a 2 boîtes sur la petite sirène. Les trésors de la petite sirène. Voilà. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle un diptyque. Oui. Donc c'est en fait une illustration, tu sais, qui, hop, quand tu les mets côte à côte, ça forme une grande illustration. Ouais. Donc ça c'est le côté un peu original qu'on a travaillé avec Baptiste Derez, voilà, que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà vu sur la chaîne du Passe-Temps. Exactement, on salue. C'est un auteur de jeu, hein, Baptiste. Eh oui, un vrai auteur et ami. Non seulement c'est un vrai auteur, mais il a été récompensé notamment d'un As d'or. Oui. Avec on félicite encore. Ah bah oui, non, mais c'est une récompense suprême. Ben oui. Avec le jeu qu'il a fait chez Scorpion Masqué. Ouais. Le nom m'échappe. Flashback, exactement. Le petit jeu d'enquête visuelle. Ouais. Et alors, sur ce jeu, il a participé aussi à la création des énigmes parce que c'est des puzzles, oui, mais il y a des enquêtes derrière. Et voilà. Et alors, c'est pas exactement une enquête, c'est plutôt une énigme. Oui. Alors, il y a une petite différence, tu sais, entre enquête et énigme. Les énigmes, c'est plus de la logique. Oui. L'enquête, c'est plus de la réflexion, tu sais. Narrative, oui. Ouais, voilà, narrative. Donc là, on est sur vraiment de l'énigme. Et donc, il y a une particularité, en plus que ça soit un diptyque. Alors, on va retrouver l'univers des contes
de la petite sirène, voilà, dans la scène. Et donc, on va avoir, en fait, d'ailleurs, je crois que je me suis trompée. En fait, le diptyque, il arrive comme ça. Voilà, plutôt. Voilà, on comprendra mieux. Donc, il y en a un, en fait, c'est les trésors de la petite sirène, qui, lui, est tout en... Vous allez avoir de l'audio, en fait. Donc, vous allez avoir une bande son et vous allez devoir réfléchir. Ah tiens, là j'ai entendu un bruit, qu'est-ce que c'est, etc. Et bien sûr, quand on fait le puzzle, et on va avoir des choses qui vont changer par rapport à la boîte. Donc quand on fait le puzzle, on se dit ah mais attends, j'ai une pièce. Elle a changé un peu par rapport à la boîte. Par rapport à la couverture de la boîte, parce que c'est comme un puzzle normal, on a la couverture de base qu'on essaye de reproduire. On commence par faire entièrement le puzzle. 1000 pièces, hein, donc c'est pas si simple que ça. Il faut quand même y aller. Et là, après, une fois qu'on a fait le puzzle, on est très content. Et maintenant, on fait les énigmes. Et donc, la particularité de celui-ci, c'est que il y a du son. Voilà. C'était déjà le cas sur les premiers puzzles Arcana ? Non, il n'y avait pas de son. Là, on avait fait juste classique, un petit livret. D'accord. Voilà. Là, on a le petit livret aussi, mais on n'a pas de choses extraordinaires. Et celui que tu tiens entre tes mains, celui-là est encore plus particulier. Voilà, il y a une lampe. C'est très bizarre. Ouais, c'est les petites lampes à UV. Voilà, c'est les petites lampes à UV. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que y a du vernis phosphorescent. Donc ça brille dans la nuit. Et on s'est aperçu que si vous le faites en plein jour, etc., c'est compliqué d'aller chercher les énigmes. Donc la petite lampe UV va vous aider. Voilà. Oui. Voilà, pour ces jeux qui sont très particuliers. Si vous connaissez déjà les puzzles Arcana, parce qu'on avait déjà eu des boîtes précédemment. Alors il y a eu Alice au Pays des Merveilles et le Petit Chaperon Rouge. Voilà. Donc on étoffe la gamme. Voilà, ça fait 4 boîtes. Et là, je vous ai sorti la clé numéro 1. C'est le premier livret. Un jeu qui s'est très bien vendu, en plus de 20 000 exemplaires. 26 000, ouais. 26 000 exemplaires vendus de ce livre-jeu passionnant, avec des aventures assez complexes, là, pour le coup. C'est très complexe. C'est un livre, on va pas le cacher, c'est un livre très complexe. Il faut s'investir dedans. Il faut avoir un investissement temps qui est conséquent. Une 60aine d'heures de jeu, hein, à peu près. Ouais. Ça dépend des gens. Il y en a qui le font très vite, il y en a qui le font très lentement. C'est fait pour. En fait, c'est fait pour les gens qui veulent, qui des fois s'ennuient un peu sur des classiques d'escape game en 1 heure, qui veulent aller un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver, parce que tout de suite on va aller dans la chasse au trésor. Et la chasse au trésor, c'est encore très complexe. Oui, la chasse au trésor, c'est ces énigmes dans lesquelles il y a un résultat à trouver qui est caché quelque part en général, et où le niveau de difficulté est tellement élevé qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui va le trouver. Il ne faut pas que ça soit trop rapide. Exactement. Si j'ai trouvé le jour de la sortie, c'est plus la peine de vendre le reste. Alors, le concept de la clé, c'est très simple. Sur chaque double page, vous avez une énigme. Oui. Il faut trouver soit un chiffre, soit un mot, soit un symbole. Mais, en fait, on ne va jamais vous donner d'indication très claire sur qu'est-ce que vous devez chercher et trouver exactement. Bien sûr, vous avez des systèmes de validation qui sont un peu cachés ou enchevêtrés dans le livre, que vous allez comprendre au fur et à mesure, en fait. On ouvre, c'est un peu la pochette surprise, on ne sait pas trop ah là, j'ai vu un signe, ah, j'ai vu un symbole. C'est comme quand, tu sais, t'as déjà fait des escape games voilà, dans une vraie salle. T'arrives, tu sais, tu trouves une clé, tiens, j'ai trouvé un bout de papier, etc. Ben là, c'est exactement pareil. Sur tes pages, tu vas trouver des choses et tu sais pas encore comment les assembler. Et après, tu vas trouver, tu vas dire, ah, je sais que c'est ça, etc. Et en fait, ils demandent de la patience et du temps. Et le gros bonus, c'est qu'il y a de l'encre invisible. Ah oui, avec là aussi, on va utiliser la petite lampe à UV, voilà. Donc le premier exemplaire a rencontré un énorme succès, ça s'est très bien vendu, et donc
Il y a toute une communauté autour de ce sur jeu. le Discord, oui, que je salue. Voilà. Et là, on attendait avec impatience le numéro 2, donc il arrive aussi en cette fin d'année. Voilà. On a d'autres choses à vous présenter. Tu n'as pas chômé. Alors, ça fait non, on ne chôme pas, jamais. C'était pas fait en 2 secondes non plus. Non, il y a quelques mois de travail dessus, ça sort en même temps, mais c'est pas des jeux qui ont été faits en parallèle. On a Magicarta, donc ça c'est tout nouveau, Magicarta. Ça c'est notre grosse nouveauté chez Fanega Édition, on va dire. Donc ça c'est un jeu d'énigmes narratif. Voilà. Vous avez tout un... La boîte est très lourde, je tiens à le préciser. 1,8 kg. C'est très précis parce que ça, vous ne posez pas la question habituellement, mais là, sur ce type de jeu, la question se pose puisque toi, tu es aussi l'éditrice. Donc là, tu as une question par rapport au transport. Exactement. Il y a plein de matos à l'intérieur. Il y a plein de matos. Alors, c'est pas du tout... Je me permets de l'ouvrir, mais c'est pas du tout définitif. Là, on est sur le prototype pour la colorimétrie. Oui. Donc, c'est même pas exactement les bonnes couleurs. Bon thermo, voilà. Mais vous avez le droit au petit prototype qu'on aime bien avoir pour nous se faire un avis. Tu sais, c'est dur de voir ces fichiers comme ça, et puis il faut toujours essayer de s'imaginer comment ça donne en vrai. Se projeter. Voilà. Donc, on a un plateau, on a différents plateaux qu'on va utiliser, et là, il va y avoir une enquête, des énigmes. Voilà. Des énigmes, mais narratif quand même, il y a un aspect narratif, on se raconte une histoire. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. En fait, nous sommes un petit fantôme, nous avons perdu la mémoire. Oh. Et on est triste. Et on veut essayer de retrouver sa mémoire. Et en fait, le principe du jeu, c'est qu'on va avoir un premier plateau qu'on va poser sur la table. Oui. Et là, tout de suite, on va pouvoir commencer son aventure. Donc, c'est une aventure linéaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choix, où aller, etc. Voilà. Et en fait, à des moments, vous allez prendre des cartes aventure. Vous allez lire, voilà, il y a pas mal de lectures dans Magicarta, parce qu'on voulait donner vraiment cet aspect, on raconte une vraie histoire. On se plonge dans un univers et on raconte vraiment quelque chose, et on a beaucoup travaillé le scénario. Et donc, en fait, vous allez avoir certains moments de l'histoire, où vous allez piocher, par exemple, des cartes événements, que vous allez pouvoir mettre sur le plateau, qui vont changer certains éléments du plateau. D'accord. Voilà. Vous allez avoir des cartes énigmes, où là, vous allez devoir résoudre des énigmes sur le plateau. Vous allez pouvoir aussi retourner les plateaux, parce qu'ils sont recto-verso. Donc, il y a des événements comme ça, il se passe des choses. Ah, on vit une aventure. Ah, on vit une vraie aventure. Et vous avez comme ça 24 énigmes. Donc c'est des chapitres? C'est ce que tu appelles des chapitres? Voilà, on a en fait c'est rangé par chapitre. Oui. Vous avez 9 chapitres. 9 chapitres. Donc il y en a certains, ils sont plus longs que d'autres. Oui. Hein, je crois qu'il y en a un qui fait 15 minutes par exemple. D'accord. On annonce toujours, avant d'entamer le chapitre, on annonce le temps. Ça c'est une question que les gens se posent, parce que quand on achète un jeu d'énigmes, on a envie de savoir combien de temps on va passer sur chacun d'entre eux. Donc c'est marqué environ 40 minutes par chapitre. Avant chaque chapitre, on va vous indiquer environ, vous allez passer 40 minutes, une demi-heure. Ça vous permet de savoir. Ouais. Ça vous permet de gérer. Et en fait, nous, on s'est posé une vraie question. C'est-à-dire que quand on a un jeu d'énigmes, tu sais, ça arrive très souvent, on va te dire « Ouais, mais c'est pas rejouable ». Mais qu'est-ce qu'on en fait après de notre boîte? Oui. C'est une vraie question, en fait. Même pour l'environnement, etc. Parce qu'on fait du beau matériel, on veut du beau matos, on veut vraiment jouer. Et là, en fait, on s'est dit, on va faire en sorte qu'il soit rejouable. Il est rejouable. C'est un jeu rejouable. Alors, comment il est rejouable? En fait, on reprend tout le matériel. Oui. Et on a des nouvelles règles. D'accord. Des nouvelles choses. À la fin du jeu Legacy, ce qu'on appelle le Legacy, tu sais, c'est l'histoire. Sûr, et bien là, tu reprends tout. Et t'as un autre jeu. D'accord. Qui est rejouable ad vitam aeternam. Après, j'en dis pas plus parce que je laisse découvrir. Ça donne envie de le découvrir en tout cas. Voilà. Ça s'appelle Magicarta, c'est la première boîte. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a déjà une de prévue. En cours de préparation. Voilà, plus sur l'ambiance un peu, moi ce que j'aime bien dire, c'est un peu un Zelda. Parce que ça sera un petit chevalier qui va aller, vivre des petites aventures dans la forêt. Donc voilà. Voilà, pour ces 3 jeux. Merci beaucoup. Merci à toi. Fanélia, de nous avoir présenté. On va s'attarder un petit peu plus en détail sur ces jeux-là. Pour les découvrir plus en... Là, c'était juste un
Un petit survol. Un petit survol, mais c'est très bien. Merci à toi. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires de la vidéo les jeux qui vous attirent le plus. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.